Lutte contre la cybercriminalité en Côte d'Ivoire, une campagne de sensibilisation lancée dans la commune de Yopougon. Enfin, 23 avril 2007, décès à Moscou de l'ex-président russe Boris Eltsine. Un arrêt cardiaque annonce le Kremlin. Bienvenue, bonsoir à tous. Plus connue sous le nom de broutage, la cybercriminalité prend de l'ampleur en Côte d'Ivoire. En effet, de nombreuses personnes sont quotidiennement victimes de ce fléau. Alors comment mettre fin aux crimes liés à l'Internet? Une campagne de sensibilisation a été initiée récemment dans la commune de Yopougon. Le point avec Doigt de Laser. Jean-Luc Nyango, 18 ans, est victime des mauvaises pratiques des utilisateurs des réseaux sociaux. Adepte de Facebook, il va rompre le lien avec cet outil de communication à l'issue d'un échange peu reluisant entre lui et sa correspondante il y a environ quelques mois. J'avais mon Facebook et puis une femme blanche qui m'a envoyé, elle était nue. À partir de là, j'ai arrêté d'aller sur Facebook. Et les vidéos où on tue les gens, tout ça, c'est ça qui fait que moi, je parle moi de quelqu'un et puis il dit non, j'aime. Donc, comment il vient sur Internet, il vient pour écouter les sons. Si je suis fatigué, je m'en vais à la maison. La diffamation, l'escroquerie, le broutage, l'incitation à la haine, violence et crimes rituels via les réseaux sociaux sont des délits de la cybercriminalité auxquels les populations sont victimes régulièrement en Côte d'Ivoire. Pour sensibiliser la jeunesse à la bonne utilisation de l'outil Internet et à mettre à profit les réseaux sociaux pour la création d'emplois et la recherche du mieux-être, un concours de beauté est initié. Miss Web Côte d'Ivoire. Le thème de l'édition 2018. Cybercriminalité et violence sur les réseaux sociaux. Quelle contribution de la jeunesse ivoirienne face à ce fléau? Occasion d'interpeller les internautes sur les dangers du développement numérique. Promouvoir la valeur de la beauté africaine, d'accord, mais de lutter contre les maux de l'Internet. C'est un fléau qui est en train de détruire notre jeunesse sans qu'elle-même s'en rende compte. Et nous avons voulu faire quelque chose pour notre jeunesse qui se tue, qui se met au chômage sans le savoir. Se servir de l'outil Internet pour promouvoir sa valeur, pour montrer ses qualificatifs, son diplôme, son niveau intellectuel bien sûr, que de s'auto-détruire avec les mots de l'Internet. Ce sont les femmes qui sont beaucoup dénudées et nous voulons dire non à cette image dépravée de la femme sur le net. Une initiative à encourager selon les participants qui souhaitent l'implication de toute la population ivoirienne dans la lutte contre ce fléau qui est un danger pour l'économie du pays. Ça nous a fait du bien, que Dieu leur accorde le succès dans ce qu'ils ont commencé, que l'année prochaine, que ça soit encore plus grand que cette année. En 2013, la cyberfraude a coûté plus de 26 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire, selon une étude de la compagnie européenne d'intelligence stratégique. Autre actualité nationale et nous partons dans la commune de Port-Bouët où un important réseau de prostitution a été démantelé récemment par la brigade mondaine. Les personnes interpellées promettaient du travail à Abidjan à de jeunes ressortissantes du Nigeria. Les détails avec Abou Sanogo. Le moment est au regret pour cette jeune fille qui implore la clémence des hommes de la brigade mondaine. Elle fait partie d'un réseau de proxénètes et de traite d'enfants. Ses complices et elle ont réussi à faire venir du Nigeria une jeune fille âgée de 16 ans aux fins d'exploitation et de prostitution avec menaces et contraintes pendant 2 semaines. On m'a dit que je devais aller à Dubaï pour travailler dans un restaurant. Elle était à l'hôtel avec les ravisseurs jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus payer l'hôtel. Donc on les a emmenés dans un ghetto. Mais là, la demoiselle qui pleurait tout à l'heure s'occupait d'elle. L'élément majeur même dans cette histoire de proxénétisme m'a dit que si je refusais, qu'il allait m'emmener dans un lieu où il ne pourrait pas m'échapper, que j'aurais encore plus de problèmes. Si elle a refusé de se prostituer. Ce réseau a été vite démantelé dans la commune de Port-Bouët. On les a interpellés dans un ghetto de prostituées situé précisément dans les environs du marché de nuit à Port-Bouët. Mais ils iront plus loin en demandant une rançon aux parents de leurs victimes. Ils la séquestrent. Ils appellent le père de cette jeune fille qui réside
à Dubaï. Il demande une rançon avant de libérer la jeune fille. Le papa a appelé l'ambassade de Dubaï et on a transféré l'appel à mon bureau. Et c'est là qu'il m'a dit qu'il y a des gens qui l'ont appelé d'Abidjan. Ils ont fait venir sa fille en Côte d'Ivoire ici. Et on lui demande une somme de 300 000 naira, ce qui équivaut à 500 000 francs CFA, pour pouvoir libérer sa fille. Les ravisseurs seront face au procureur de la République pour répondre des faits qui leur sont reprochés. Quant à la jeune Blessing, qui revient de loin, elle n'a qu'une seule envie, retrouver au plus vite sa famille au Nigeria. Hors de chez nous, la boxe professionnelle reprend ses droits au Nigeria. Ce sport de combat, très populaire dans le pays depuis 1960, a ensuite disparu des écrans et gymnases en 2000. Cynthia ne connaissait rien de la boxe avant de tomber sur un match à la télévision il y a 2 ans. Depuis, le sport a changé sa vie. À Bariga, un quartier populaire de Lagos, l'adolescente s'entraîne tous les week-ends avec des dizaines d'autres jeunes. Elle est rapidement devenue la meilleure de son club. À 17 ans, elle rêve de devenir boxeuse professionnelle pour faire vivre sa famille. Je veux être la meilleure et devenir une championne. Je veux être riche et je sais que Dieu va m'aider. Depuis 13 ans, Oluweze entraîne bénévolement les jeunes dans la cour de l'école primaire du quartier. Et même s'il n'a pas de ring pour accueillir ses boxeurs, ils sont chaque semaine plus nombreux à enfiler les gants pour s'affronter dans la poussière. En l'absence de soutien du gouvernement, le coach se débrouille avec ses petits moyens pour faire vivre sa passion. La boxe est en train de décoller au Nigeria et c'est très bien. Mais nous avons besoin d'aide et de soutien. L'État de Lagos, comme les autres États, doivent nous aider. La boxe, ce n'est pas facile. Dans les années 50 et 60, le Nigeria a produit les meilleurs boxeurs du continent africain, ramenant plusieurs médailles des Jeux olympiques. Un âge d'or depuis éclipsé par le football et l'athlétisme. Mais la boxe revient à la mode depuis quelques années. La création de chaînes télévisées spécialisées ont notamment popularisé ce sport. Un succès qui s'invite aussi dans les quartiers chics de Lagos. Nous voulons créer une plateforme durable pour que tout le monde puisse s'entraîner en toute sécurité et dans un environnement serein, mais aussi pour que les gens aient une expérience authentique de la boxe. Contrairement à d'autres pays, au Nigeria, la boxe est le sport de la classe ouvrière. Nous essayons donc de changer cette perception parce que je pense que la boxe doit être accessible à tout le monde. La plupart des champions nigérians font aujourd'hui carrière à l'étranger. Grâce aux passionnés comme Reya, amateurs et professionnels se retrouvent régulièrement sur le ring pour combattre. Et pourquoi pas susciter d'autres vocations. 20 ans d'emprisonnement pour le Français Salah Abdeslam et son complice tunisien Sofiane Ayari, les 2 membres du commando responsables des attentats de Bruxelles en Belgique en 2016, ont été condamnés aujourd'hui pour tentative d'assassinat à caractère terroriste. Autre procès, Radovan Karadzic plaide son innocence en appel devant la justice internationale. L'ex-chef politique des Serbes de Bosnie ne reconnaît pas avoir planifié un nettoyage ethnique dans les Balkans. Radovan Karadzic a été condamné en mars 2016 à 40 ans de prison pour génocide, crime de guerre et crime contre l'humanité. Boris Eltsine est décédé le 23 avril 2007 à Moscou, en Russie. Le premier président de la Russie post-soviétique qui avait démissionné quelques années avant souffrait de problèmes cardiaques récurrents. Quel est le bilan de son action à la tête du pays? Les explications de Dangui Dangui. Boris Nikolaevitch Eltsine fut le premier président de la Fédération de Russie. L'histoire retient de l'homme qui a chassé les communistes du pouvoir. Né le 1er février 1931, il adhère au Parti communiste de l'Union soviétique en 1961. En 1977, il dirige la section du parti de l'oblast de Louvestlor. C'est à ce titre qu'il ordonnera la démolition de la villa Ipatiev, où furent massacrés en juin 1918 le tsar Nicolas II et sa famille. Du 24 décembre 1985 à 1987, il dirige la section du parti de Moscou.
Il est démis de ses fonctions pour avoir reproché à Mikhail Gorbatchev la lenteur de ses réformes. En mars 1989, il est élu au Congrès des députés du peuple de l'Union soviétique. En mai 1990, il est nommé président du Soviet suprême de la République socialiste fédérative soviétique de Russie, RSFS. En juin 1990, il déclare la souveraineté de la RSFS de Russie et démissionne du Parti communiste. Lors des élections présidentielles russes du 12 juin 1991, il est élu avec 57% des voix. Pendant le putsch de Moscou dirigé contre Gorbatchev, qui débuta le 19 août 1991, Eltsine se précipite à la Maison-Blanche de Moscou pour s'opposer aux putschistes. Ce jour-là, debout sur un char, il tient un discours mémorable qui jouera un rôle important dans l'échec du putsch. À l'étranger, il bénéficie du soutien américain et britannique, alors que le président français François Mitterrand, plus embarrassé et méfiant, préfère déclarer dans un premier temps vouloir attendre les intentions des nouveaux dirigeants soviétiques. Néanmoins, le 21 août, la plupart des putschistes sont en fuite et Mikhail Gorbatchev, libéré de sa captivité en Crimée, peut regagner Moscou. Néanmoins, Gorbatchev assiste impuissant à l'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques, URSS, qui cesse officiellement d'exister le 25 décembre 1991. Eltsine, qui dirigeait la RSFS de Russie, se retrouve donc de fait à la tête du puissant nouvel État. Sa présidence que commence la guerre de Tchétchénie en 1994. Eltsine voulait prouver à son peuple que la Russie était encore une superpuissance. Mais la guerre s'avère un échec. Atteint d'une maladie cardiaque, Boris Eltsine subit plusieurs attaques, notamment en 1995 et 1996, ce qui ne l'empêche pas d'être réélu face aux candidats communistes. Il subit à la fin de 1996 5 pontages coronariens. En 1998-1999, face à une situation de crise économique, Eltsine change plusieurs fois de Premier ministre. Il reste président de la Russie jusqu'au 31 décembre 1999, date à laquelle il démissionne pour raison de santé, convaincu par sa fille et conseillère Tatiana Dioshenko. Son successeur est son ancien Premier ministre Vladimir Poutine. Boris Eltsine décède le 23 avril 2007 à l'âge de 76 ans, d'un brusque arrêt cardiaque selon des sources médicales. La Russie observera une journée de deuil le même jour. L'ancien président fut inhumé le 25 avril dans un cimetière de Moscou. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.